Bonsoir, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est une petite vidéo pour vous rappeler que vendredi, nous allons faire une émission très importante sur, je dirais, les problématiques les plus importantes actuellement en matière de coronavirus. Ce sont les tests et tous les problèmes juridiques posés par les tests PCR. Et puis, je vous rappelle aussi que nous allons avoir, et là, l'arrêté vient de tomber, les tests antigéniques aussi, c'est-à-dire les tests qui doivent donner des réponses très, très vite. Vous avez vu aussi que vous avez une situation grave parce que maintenant, les laboratoires font payer. Là aussi, nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle un abus de confiance. Nous avons une situation de tromperie parce que, juridiquement parlant, et même d'extension de fonds, parce que normalement, on n'a pas le droit de faire payer quoi que ce soit. Et pour que les gens puissent avoir effectivement leur résultats très vite sont oubliés de monnaie, comme on fait en Italie quand on doit renouveler le permis de conduire. Ensuite, nous allons parler des masques concernant les problèmes juridiques. Alors, je rappellerai à tout le monde que nous avons mis sur le site de l'association Réaction 19 plusieurs documents. Premier document, c'est la lettre de mise en demeure que vous, les parents, vous pouvez faire à l'école lorsque vous avez une attestation médicale pour non-port du masque. Nous avons certains directeurs d'école, certaines directrices qui refusent que les enfants soient scolarisés, même avec une attestation médicale de dispense du port du masque, alors que d'autres directeurs les acceptent. Donc, nous n'avons pas une situation totalement uniforme. Nous avons déjà fait des avis que nous avons mis sur le site, que beaucoup de parents ont déjà utilisé, parents qui ont notifié aux directeurs d'école. Certains directeurs d'école ont répondu en disant, voilà, bon, là, ils ont été pris de court, ils ont communiqué à l'inspection, donc les choses bougent. Moi-même, je ferai partir vendredi les lettres au ministère de l'Éducation nationale. Je voulais que, avant que le ministère puisse les avoir, les gens aient les mises en demeure, c'est-à-dire tous les adhérents de Réaction 19, il y en a beaucoup, et je suis très heureux que vous ayez pu apprécier, parce qu'on a reçu déjà des emails de remerciements concernant le contenu de mise en demeure. Donc, je rappelle, une mise en demeure concerne les enfants qui ont la dispense de port du masque et les enfants qui ne portent pas le masque. Parce que là aussi, le problème est la sanction. C'est-à-dire que, juridiquement parlant, les directeurs se sont érigés en petit chef, en capot, comme on dit, en disant, vous ne rentrez pas à l'école. D'abord, on sait très bien qu'un enfant peut arriver sans masque, que le protocole dit que l'école doit lui donner. Et puis, il n'y a pas de sanction dans le décret, ni dans le protocole, sur le fait qu'un enfant ne puisse pas être scolarisé sans masque. La situation n'a rien à voir avec certaines décisions individuelles qui sont prises par des directeurs d'école qui disent c'est le préfet. C'est faux. Je n'ai pas reçu à ce jour, je le dis, un courrier dans lequel il y ait une justification légale. Et je continue à vous le dire, toute décision qui doit être prise doit être notifiée. Notifiée parce que toute décision de non-scolarisation, alors que nous avons l'obligation de scolariser nos enfants de 3 à 16 ans, ça veut dire tout simplement qu'on empêche l'exécution d'une obligation légale qui s'impose à l'école et qui s'impose aux parents, qui est même pénalement sanctionnée. Par conséquent, quand on empêche quelque chose qui est couvert par l'ordre public, ça veut dire l'ordre public de direction, c'est un ordre public fort. Quand vous avez une règle, gardez bien l'esprit cela, une règle qui est sanctionnée par une sanction pénale, la règle est d'ordre public. Ça veut dire qu'il faut que l'empêchement qui soit fait de notre côté doit être aussi fort pour empêcher l'exécution d'une obligation couverte par l'ordre public. Donc c'est pour cette raison que je dois vous dire que ces choses-là, c'est la connaissance du droit et de vous donner les moyens de droit pour pouvoir effectivement vous défendre jour après jour contre les petits abus. Je le répète, Réaction 19 n'est pas un cabinet d'avocats, est une association qui a pour but, pour aider ses adhérents, de le faire comme nous le faisons. Et tous les jours, je vous assure que ce n'est pas parce que je ne fais pas des vidéos tous les jours, mais nous travaillons tous les jours. Il y a 3, 4 personnes, 2 bénévoles maintenant de l'association, 2 collaboratrices, une stagiaire introductrice, plus un avocat, plus le coprésident que je remercie, Ricardo Mero. Nous travaillons tous les jours. Demain, nous allons accompagner une de nos adhérentes qui a déposé une requête en nullité de l'arrêté préfectoral et qui sera plaidée demain à Cergy-Pontoise à 16 heures.
Donc, ce sont des choses importantes. Donc, tous les jours, nous répondons aux besoins individuels de chacun avec les limites. Moi-même, je suis avocat. Hier, j'étais à Monaco pour plaider un dossier. Demain, je plaide un dossier qui concerne M. Didier Deschamps, qui est l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France, dans le cadre de la fameuse plainte qui a été déposée contre M. Cantona, plainte où M. Cantona a traité de raciste M. Deschamps parce qu'il n'avait pas sélectionné, et il n'aurait pas sélectionné Benzema, alors que vous savez très bien que l'équipe de France est une équipe dont les joueurs ont souvent des origines qui peuvent être africaines, du Nord-Afrique, maghrébines, etc., où les parents sont parfois des immigrés, etc., comme je le suis aussi. Moi, je suis italien et mes enfants sont fils d'émigrés, moi italien, et d'une mère française. Donc, vous savez très bien que sur les 24 sélectionnés, il y en a au moins 20 qui ont des origines, et M. Cantona, dans un interview, donc demain, nous allons plaider une demande de nullité de l'acte de saisine, et la procédure dure maintenant depuis un certain temps. Comme vous le savez, avec le coronavirus, les délais de procédure se sont allongés. Donc, vendredi, je le répète encore, émission directe à 15h sur le plateau, en co-branding avec Kabwe TV. Nous avons reçu déjà beaucoup de questions. Donc, chers amis, si vous voulez poser des questions qui concernent les tests, les masques à l'école, les masques dans les entreprises, les procédures disciplinaires, les contestations des règlements, les contestations des ordres de service. Si vous avez des questions qui concernent la 5G, pourquoi? Parce que monsieur Macron, le grand président de la République jupitérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé maintenant de dire que ceux qui sont contre la 5G sont comparables à des amiches. Alors, comme il disait quelqu'un pour rigoler, les amis de mes amis sont mes amiches. Alors, moi, je vous dis une chose, je me sens, pour une fois, j'aime pas trop les formules hashtag, etc., mais je me sens un amiche. Je me sens un amiche parce que aujourd'hui, ce gouvernement, ce président, cette politique de 20% qui décide pour les autres me fait peur, que aujourd'hui la numérisation de la vie va entraîner une sorte je dirais, de transparence totale de nos existences. Par conséquent, entre le récollement de toutes les informations relatives à la santé, concernant le récollement de toutes les informations qui relèvent du Covid-19, concernant toutes les informations qui relèvent des tests, de notre état de santé, concernant toutes les informations qui concernent ce qui peut être déjà capté par les cartes de crédit, par nos téléphones, par nos tablettes, quand on y ajoute la 5G avec tout la domotique et tout ce qui peut être fait avec la 5G, alors qu'il n'y a pas de certitude sur le fait que la 5G ne soit pas exempte de danger pour la santé, compte tenu du fait que même le ministre de la Santé actuel et Mme Buzyn avaient demandé un moratoire contre la 5G, je ne comprends pas pour quelle raison le président de la République, alors que nous sommes dans une merde totale sur le plan économique, que nous sommes dans une merde totale parce que les fameux 100 milliards, les 5 milliards sont pour le moment dans la tête des gens, mais il y a une crise épouvantable, à part les grandes chaînes de distribution et les livreurs de hamburgers, les restes sont dans la merde, les restaurants sont dans la merde, les discothèques se ferment, 600, 700 liquidations judiciaires, donc nous sommes quand même… Et monsieur le président de la République se lève en disant que si nous n'acceptons pas la 5G, nous sommes des Amish. D'abord, il insulte les Amish. Je ne comprends pas pourquoi les Amish doivent-ils être insultés. Les gens ont le droit de vivre réconciliés ou aller vivre dans une forêt s'ils ont envie de vivre. Ce n'est pas du tout un critère rédhibitoire. Parce que parler d'Amish, je pense que c'est même un insulte qui pourrait avoir une connotation que je définirais raciale. C'est même quelque chose de très grave. Parce que si moi je m'étais permis de dire une telle chose, je pense que j'aurais déjà reçu une plainte pour injure ou pour diffamation. Donc, à l'état actuel de choses, je ne comprends pas pour quelle raison M. Macron doit-il nous traiter d'amiches si moi, Carlo Brusa et toutes les autres personnes avec qui je partage certaines idées, je suis contre la 5G. Et jusqu'à quand je n'ai pas la certitude qu'il n'y a pas de risque pour ma santé et que ma vie et ma vie privée est protégée, j'ai envie de réfléchir avant de donner mon accord. Pour quelle raison on n'a pas le courage de mettre en place un référendum pour voir ce que les Français pensent de la 5G. Pour quelle raison aujourd'hui on a autant besoin de la 5G alors que nous n'arrivons pas à faire des tests convenablement,
Nous n'arrivons pas à avoir une santé qui fonctionne en France convenablement, mais je ne parle même pas des hôpitaux. Je parle que nous sommes les pays les plus ridicules d'Europe. C'est-à-dire que nous avons des tests dans lesquels il faut attendre 8, 5 jours, des queues incroyables devant les labos. Et en plus, l'escroquerie des labos qui font payer les gens pour que les gens puissent avoir leurs résultats dans les 48 heures pour qu'ils puissent prendre l'avion. C'est un scandale. Nous sommes en train de vivre depuis le mois de février, depuis le mois de mars, un scandale continu. Mais quand je dis continu, c'est sans cesse, sans cesse. Et il faut réagir sur un plan juridique. Regardez aussi, et là, je vais vous dire une chose, chers amis. Hier, le professeur Delfrécy, devant la commission du Sénat, qui est allé, nous, combien de fois on l'a répété, combien de fois les lanceurs d'alerte l'ont dit, mais sincèrement, en ce qui me concerne, j'ai soulevé la nullité du confinement, l'illégalité du confinement, et vous le savez que je le soutiens depuis l'entrée en vigueur du décret du 23 mars. Donc, j'ai contesté la légalité, je contestais la légalité de ce qui était pris comme disposition. Le confinement dans les EHPAD a tué des milliers de gens. Monsieur le professeur Delfrécy a sur la conscience, avec le Haut Comité de santé, a sur la conscience aujourd'hui des milliers de morts dans les EHPAD. Alors que tout le monde disait ne confinez pas, libérez les EHPAD, faites que les gens puissent sortir. Alors des gens sont aujourd'hui décédés, on les a enterrés ou brûlés, on ne sait même pas quoi. Les enfants n'ont pas eu accès aux funérailles, les enfants n'ont pas pu voir leurs parents. Pourquoi? Parce qu'on a emprisonné, et ça c'est le point fondamental, comme on nous a emprisonnés à domicile, on a emprisonné des milliers de gens dans les EHPAD, chers amis. Et M. Delfrécy a une responsabilité qui doit être. Et là, on va travailler sur ça. On va discuter de ça. Parce qu'effectivement, le rôle de Rexon 19 n'est pas un rôle politique, est un rôle juridique. Et juridique parce que c'est écrit dans nos statuts, de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour défendre ceux que les adhérents ont connus. Et nous avons parmi les personnes des gens qui ont perdu leurs parents dans les EHPAD. Et ce que M. Delfrécy a dit, je reconnais, nous nous sommes trompés. Or, quand un avocat ou un professionnel se trompe dans un conseil juridique, dans un dossier, et le client perd parce qu'on a donné le mauvais conseil, il y a une responsabilité qui est engagée, ça s'appelle la responsabilité professionnelle. M. Delfrécy et les autres membres du comité qui ont déjà poursuivi leur activité alors qu'ils étaient nommés que pendant la période d'urgence sanitaire et qui ont continué effectivement, qui continuent à donner leurs conseils, moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas envie d'avoir leurs conseils. J'ai pas envie de leurs conseils médicaux parce que leur crédibilité n'existe plus. Elle n'existe plus depuis longtemps. Elle n'existe plus quand les masques n'étaient pas utiles. Elle n'existe plus quand les tests à l'époque n'étaient pas utiles. Mais ils ont tout fait, conseillé le contraire quand il fallait servir le gouvernement et ils ont dit ce qu'il fallait faire qui a tué les gens et c'est le cas du confinement. Le confinement qui a tué et le confinement qui a tué la France. Parce que le confinement que nous avons vécu, les 2 mois que nous avons vécu, et confinement que certains vont continuer à vivre, c'est un drame psychologique. On nous a, quand monsieur, le président de la République me traite de retardé et d'amiche, parce que moi, je ne veux pas la 5G, mais lui, comme il m'a traité comment? Il m'a traité comme une merde quand il m'a confiné. Il m'a traité comme on traite les gens au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, on confinait les gens. Effectivement, on les confinait. On les confinait où? Ben, on les confinait dans les étables pour éviter qu'ils sortent. Mais ça, c'est ce que monsieur. Donc, moi, je suis un amiche. Oui, je suis un amiche et je vais tout faire pour que, effectivement, moi, en tant qu'amiche, je puisse expliquer juridiquement parlant que ce qu'il est en train d'entreprendre pour la France, c'est contraire à la dignité de chaque individu, qui est contraire à la dignité que chaque personne a, qui est contraire aux droits de l'homme, qui est contraire à l'homme sujet de droit, alors qu'il nous traite comme un objet du droit. Parce qu'aujourd'hui, nous, les Français, nous, les citoyens qui payons nos impôts en France, nous sommes traités comme des objets et pas comme des sujets de droit. Parce que nous sommes traités comme des délinquants parce qu'on ne met pas un masque 135 €. Parce qu'on est des délinquants quand effectivement on sort d'un confinement pendant 1 heure, on n'a pas une accession. Quand on fait plus de 100 km. Ça, c'est la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui traités. Et ça, la bataille n'est pas terminée. Parce que c'est pas parce que on a eu, on ne doit pas se fatiguer, on ne doit pas se lasser, hein. Chers amis, la liberté, on n'a pas conquise, hein. Ce n'est pas conquis, il faut continuer et considérer aussi ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes samedi. Ce n'est pas quelque chose de bon parce que beaucoup font de l'amalgame aussi en disant oui, ceux qui sont contre le gouvernement, les Gilets jaunes,
Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a vécu, c'est un mouvement qui existe encore, mais moi, ce que je veux vous dire, que parmi les Gilets jaunes, il y a aujourd'hui des adhérents qui sont des Gilets jaunes, et je le respecte. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est autre chose. C'est une réflexion approfondie des institutions. C'est une réflexion approfondie pour apporter des innovations. Et nous ne le faisons pas simplement en faisant des propositions de loi, mais en travaillant tous les jours. Là, il y a l'arrêté des tests antigéniques. Est-ce que cet arrêté est légal? Est-ce qu'il est conforme au principe du droit? Est-ce qu'on peut me contraindre à faire un test? Est-ce qu'on peut m'obliger? Si je ne fais pas de test, suis-je pénalement sanctionné? Comment je fais si je refuse un test? Et si mon employeur me l'impose? Et si l'administration me l'impose? Comment je vais réagir? Comment je me bats contre cette écrasante fonction autoritaire de l'exécutif sur chacun de nous? Voilà les questions qui se posent, chers amis. Voilà les questions qui se posent et que nous devons aujourd'hui. Ne baissons pas les bras. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il y a le soleil que la pression est terminée. Bien au contraire, nous continuons tous. Moi, je vois des gens prostrés qui marchent dans la rue avec leur masque, qui regardent, qui s'écartent, qui ont peur, qui vivent quelque chose d'abominable. Et je l'entends dans les écoles, les enfants, il n'y a pas une hospitalisation d'enfants, il y a le Covid. Dans les universités, on dit oui, les jeunes, c'est votre faute. Et on les rend coupables alors que les jeunes vivent, ils ont le droit de vivre. Qu'est-ce que nous donnons à cette jeunesse? Cette jeunesse de 19-20 ans, ils sont nés avec les crises économiques, les crises du terrorisme, la crise aussi religieuse, parce qu'on a vécu l'islamisation du pays avec l'extrême islamisation, les problèmes de conflit, de lutte, de manif, avec les problèmes aussi de la crise économique et sociale, la crise des gilets jaunes et maintenant la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants? De la crise, de la peur et de la terreur, alors que la vie est belle. La vie, il faut la vivre. La vie est belle, la vie, il faut la vivre de manière naturelle, spontanée. On ne peut pas passer notre journée à être dans la terreur. Il faut vivre la vie avec l'amour, en allant à l'école, en étant joyeux. Déjà, la vie nous offre la mort et il nous oblige à être triste quand nous perdons quelqu'un. Mais quand on vit la vie, il faut arrêter de nous faire chier et de nous emmerder avec la terreur et la peur. Parce que c'est quoi la vie? La vie, c'est un don que nous donnons à travers l'amour à nos enfants qui vont vivre, qui doivent continuer sur cette terre et porter ce message merveilleux de prospérité géniale qui est la culture, l'affection, l'amour, le bonheur. Et là, qu'est-ce qu'on donne? On donne de la terreur quotidienne. Et c'est insupportable. Et le droit, ce que je tente de faire avec le droit, c'est qu'on se bat avec le droit contre la terreur. On se bat contre l'obscurantisme parce que être là, mettez les masques, ne bougez pas la distanciation, pas de bisous, les masques, mettez-les aussi quand vous allez faire l'amour. Mais ça, c'est un message de vie. C'est ça la vie, venir sur Terre de cette manière-là. Mais moi, ça me fait chier. Je m'emmerde. Déjà, on s'emmerde avec. On ne peut pas fumer, on ne peut pas boire, on ne peut pas baiser, on ne peut pas se parler, on va mettre des masques. Mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? On vient quoi? Mais venons des machines. Alors, c'est vrai que peut-être la robotique va remplacer l'homme. J'entends de plus en plus de gens dire aux enfants, ne faites pas d'enfants, parce que l'avenir sera encore plus triste de ce que vous avez vécu. Ce n'est pas un discours pessimiste, c'est parce que j'entends tout ça et que je vois tout ça que moi, avec d'autres, et vous aussi qui participez à tout ça, vous puissiez porter la parole et sortir. N'ayez pas de peur. Levez mon masque quand vous avez besoin de respirer. Respirez. J'ai entendu cette femme se battre en expliquant le droit plus fort que la loi. Je veux respirer. Là, il y a très peu de virus. Aujourd'hui, la plupart des gens sont touchés par un virus qui ne blesse pas, qui ne tue pas. Les personnes âgées qui décèdent, ce sont les personnes que d'une manière ou d'une autre, peut-être ils ont perdu quelques mois de vie, mais on ne va pas prostrer et détruire la vie de 40 millions de personnes et encore 50 ou 55, parce qu'il y a une petite population de personnes très âgées qui ont vécu leur vie, ils ont vécu les 30 glorieuses. Eux, ils ont bouffé, ils ont explosé les coronaires, ils ont une situation de santé monstrueuse parce qu'ils ont mangé, bu. Les 30 glorieuses, c'était la 30 glorieuse de laquelle on buvait, on allait au resto, on clopait, on fumait un cigare et ensuite un cognac. Donc, ils ont explosé la santé. Et aujourd'hui, nous qui vivons une vie qui est beaucoup plus saine que les 30 glorieuses, ils viennent nous faire chier parce qu'eux, ils sont malades, parce que lorsqu'ils étaient jeunes, ils ne faisaient pas sport. Et eux, effectivement, ils se sont gavés de bonheur, peut-être des bonheurs en physique, Bacchus, Vénus. Voilà la réalité. On se retrouve vendredi pour faire plus de droits. Je voulais vous parler quelques minutes, je me suis mis à faire 20 minutes de discussion avec vous. Merci encore à tout le monde.
Merci pour tous les cœurs que je vois. Je vous remercie. Et nous allons continuer à nous battre, mais on aura des réponses, nous allons avoir des réponses juridiques très, très précises. Vendredi, rendez-vous, 15h, Réaction 19 Web TV, la même chaîne de ce soir. Et si vous avez des questions, chers amis, réaction19fr @gmail.com. Réaction19fr @gmail.com pour que vous puissiez poser des questions. Et mettez bien dans l'objet questions pour Carlo, questions pour Maître Bouzin, questions pour l'émission de vendredi afin de poser. Merci Fass, merci pour tous ces cœurs. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci merci Papa, merci Brigida, merci Barbara. Voilà, merci encore. Je vous aime. Mais vraiment, je vous aime vraiment parce que vous me donnez une énergie. Sincèrement, je suis très fatigué, mais vous me donnez une énergie monstrueuse. Donc, rendez-vous vendredi. Demain, je plaide. Je suis pris, donc vous n'aurez pas beaucoup de trucs sur deux réponses, mais vendredi, on va passer 2 heures ensemble. Je vous aime. Je vous adore.